Merci beaucoup pour votre invitation. Sur ce sujet qu'on m'a proposé et qui m'a bien fait réfléchir, risque clinique et risque statistique, quelle place pour le sujet dans l'evidence-based medicine? Donc je vais commencer par la question du risque statistique. Alors figurez-vous que statistique, étymologiquement, c'est la science des États. Il paraît que les Romains faisaient déjà un peu de statistique, mais en fait la statistique est vraiment née à partir du XVIIIe siècle. Et je ne sais pas si vous savez à propos de quoi par quoi on a commencé à faire des statistiques sur la démographie et la mortalité. Donc c'est vraiment une histoire de politique. Les rois voulaient savoir combien il y avait d'habitants dans leur pays, en particulier parce que plus vous avez d'habitants, plus vous pouvez avoir une armée importante et plus vous êtes fort par rapport aux autres pays. Et puis la mortalité, parce que quand même c'est important dans une nation de savoir à quel âge les gens meurent. Alors, sauf que c'est pas si évident que ça. Imaginez-vous, vous êtes au début du XVIIIe siècle et vous vous demandez si les femmes vivent plus longtemps ou moins longtemps que les hommes. Alors vous allez dire, ah quand même, je vois plus de femmes âgées que d'hommes âgés. Oui, mais peut-être que les femmes meurent en couche. À l'époque, les femmes mouraient en couche beaucoup. Et donc, en fait, beaucoup de femmes sont mortes tôt. Alors on va dire, mais oui, mais de notre côté, on voit pas mal de... Peut-être qu'il y a plus de nouveau-nés mâles qui meurent très tôt par rapport à... Donc c'est compliqué. Et comment répondre à cette question intuitivement? Ben, on ne sait pas. Et donc il a fallu compter. Il a fallu faire des statistiques, c'est-à-dire faire des registres. Alors, d'ailleurs, même si on prend le problème comme ça, c'est compliqué parce que pour savoir si la durée de vie des hommes est plus grande que la durée de vie des femmes, ben, il faut inclure des humains et les suivre toute leur vie jusqu'à ce qu'ils meurent pour avoir leur durée de vie. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a inventé l'espérance de vie. Vous savez, l'espérance de vie, c'est pas la durée de vie. L'espérance de vie, c'est une construction abstraite où on se demande, par exemple, l'espérance de vie en 2019, c'est la durée moyenne de vie d'un individu abstrait qui naîtrait en 2019, qui aurait 1 an en 2019, qui aurait 2 ans en 2019, qui aurait 3 ans en 2019, etc., qui vivrait toute sa vie en 2019 avec chaque fois une certaine probabilité de mourir entre 0 et 1 an et 2 ans, etc., etc. Alors, bon, vous me direz, ben, c'est comme ça, voilà, il y a des moyennes, mais finalement... si on calcule la moyenne de la durée de vie des femmes et qu'on la compare aux hommes, qu'est-ce qu'on dit? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on calcule des moyennes? Alors en fait, il y a quelque part une espèce d'idéologie derrière. C'est qu'on va considérer, si on fait la moyenne des durées de vie, en fait la moyenne multipliée par le nombre de sujets, c'est la somme de toutes les durées de vie. On va comparer la somme des durées de vie des hommes et des femmes. Et l'idée, c'est de dire, en fait, chaque année de vie, c'est comme une quantité d'argent. Et si on fait la somme de toutes les années de vie, on va avoir un trésor. Et on va regarder, est-ce que le trésor des femmes est plus grand que le trésor des hommes, ou réciproquement. Il y a une espèce d'idée sous-jacente qui est une idée d'équité derrière la moyenne. Quand on compare des moyennes, on se demande dans quelle mesure... les nombres que l'on additionne sont équitables entre les deux groupes. Alors vous me direz, ben oui, bien sûr, c'est évident. Ben oui, mais sauf que, qu'est-ce qui vous dit que avoir 2 personnes qui vivent jusqu'à 50 ans, c'est aussi équitable que d'en avoir une qui meurt à 0 et l'autre qui meurt à 100 ans? Ça se discute. Ça se discute. Or, cette question n'est absolument pas discutée aujourd'hui. Aujourd'hui, on calcule des moyennes de durée de survie. Quand on évalue un anticancéreux, on compare des moyennes de durée de survie. Et personne, et bien sûr, donc, on postule le fait que toutes les années de vie se valent et peuvent s'additionner. Donc, vous voyez déjà, ça c'est le premier point. En fait, les statistiques, c'est beaucoup moins simple que ce qu'on pense. Et c'est beaucoup moins neutre que ce qu'on pense. C'est beaucoup moins simple, c'est que quand on dit espérance de vie, en fait, c'est pas du tout ce qu'on pense. Espérance de vie, tout le monde pense que c'est la durée moyenne de vie, alors que c'est un indicateur abstrait.
Et puis, on a l'impression que les moyennes, ben, on fait des moyennes à l'école, voilà, c'est normal, on fait des moyennes. Non, derrière la moyenne, il y a une certaine valence quasiment morale de ce qu'est l'intérêt d'une année de vie. Premier point. Deuxième point, alors ça c'était des considérations techniques, pas que techniques, mais essentiellement techniques, mais on va voir qu'en fait, c'est greffé sur la pensée statistique tout un tas d'autres éléments qui ont conduit à des bénéfices secondaires pour ceux qui ont réussi à les accaparer. Alors, premier point, la pensée humaine, alors pourquoi on se sert autant des statistiques? Parce que la pensée humaine est fondamentalement catégorielle. Pour deux raisons. La première, c'est qu'aujourd'hui, on sait, avec les simulations de réseaux de neurones, etc., on sait que la mémoire humaine n'est pas comme la mémoire d'un ordinateur où on met des choses dans des cases et qu'on rappelle. La mémoire humaine est organisée de façon sémantique en termes d'association et en termes de catégorisation. Bon, ça, c'est un premier point. Mais le deuxième point, c'est qu'on a un langage et que le langage, en fait, les mots, c'est des catégories. Les mots sont des catégories. Et donc, du coup, quand on va dire, je vais dire par exemple, les Lillois sont plus accueillants que les Parisiens. Ça vous fait sourire? Mais vous voyez, vous pensez tout de suite à quelque chose. Et or, les Lillois, ça n'existe pas. Les Parisiens, ça n'existe pas. Et pourtant, vous avez pensé à quelque chose et vous avez souri. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, alors, on peut dire deux choses. Il y a d'un côté le prototype du Lillois, le prototype du Parisien. Et en clinique, on a eu ça. Pendant un certain temps, on désignait les pathologies, la schizophrénie, la dépression, avec des vignettes cliniques prototypiques. Et puis, il y a aussi la moyenne. On va mesurer la qualité de l'accueil, et puis on va faire la moyenne de la qualité de l'accueil à Lille et la moyenne de la qualité d'accueil à Paris. Et on va comparer les moyennes et on dira que la qualité de l'accueil à Lille est supérieure à celle que l'on a à Paris. Vous voyez? Donc, en fait, la statistique, quelque part, se prête bien aussi au fait que nous utilisons constamment le langage et que le langage, c'est des catégories et que parler à propos de catégories, c'est abstrait. Et donc, on est bien obligé d'utiliser quelque chose pour parler à propos des catégories. Alors, deuxième point, que l'on n'imagine plus tellement aujourd'hui, vous savez, où on est un peu dans le culte de la différence. D'ailleurs, j'ai été vraiment surpris dans les aéroports. Vous savez, il y a une HSBC, la banque fait des publicités. Et là, j'ai été complètement frappé. Ils ont un dernier slogan publicitaire, c'est « La différence, la seule chose que nous avons en commun ». Vous voyez où on en est arrivé, c'est-à-dire que dans nos sociétés, ce qui nous rassemble, c'est que nous sommes tous différents. Alors que c'est complètement faux, naturellement, c'est complètement faux. La vie en société repose sur une culture commune, une identité que l'on partage, et en fait, le groupe cultive ce qu'il a en commun parce que ça lui permet de fonctionner. Hein. Si vous prenez l'exemple de la conduite automobile, au-delà des règles du code de la route que l'on doit suivre, il y a tout un tas d'implicites dans la conduite automobile qui fait que quand vous allez conduire dans un autre pays, allez conduire en Égypte, je vous promets que c'est le même code de la route, mais vous allez être tétanisé parce que les implicites ne sont pas du tout les mêmes. Donc tout ça pour dire que ce que nous avons en commun nous constitue comme société. Et donc, on va parler sans arrêt du commun. Et d'ailleurs, on a même un pronom personnel à propos de ça. Vous savez, le pronom « on ». On va faire ça. Mais qui est ce « on » ? Qui est ce « on » ? Ben, c'est un peu le sujet moyen. On va faire ça. C'est quelque chose d'abstrait qui nous représente un peu tous. Et il y a même des philosophes qui disaient à quel point ce « on » est écrasant. Il y en a un qui disait « c'est la dictature du « on ». Et c'est un peu vrai. Hein. Quand on s'écarte du « on », du consensus, eh bien, on est mis à l'écart. C'est aussi une évidence qu'on a tous les jours. Donc, du coup, la moyenne, c'est quelque chose qui cimente la société. Et d'ailleurs, la démocratie, ça repose sur la moyenne. Le second tour des élections présidentielles, on compare un pourcentage de voix du candidat A et du candidat B, et un pourcentage, c'est une moyenne. Alors, quatrième point,
les humains adorent les lois universelles. Pourquoi? Parce que si la nature obéit à des lois, alors on peut prévoir ce qui va se passer et on est en sécurité. Ne pas savoir ce qui va se passer dans la vie, c'est une source d'anxiété terrible, et donc sans arrêt, on prévoit, d'ailleurs on prévoit sans arrêt ce qui va nous arriver demain, quand on sera à la retraite, etc., on prévoit. Et donc pour prévoir, il faut qu'il y ait des régularités. Et donc on adore quand il y a des lois qui expliquent comment le monde bouge. Le problème, c'est que ça marche à peu près par les Grecs l'avaient trouvé très tôt, ils avaient dit que au-delà de la Lune, on arrive à tout prédire avec 10 chiffres après la virgule, c'est-à-dire le mouvement des planètes. Dès qu'on s'intéresse à ce qui se passe près de chez nous, on n'y arrive pas. Ils ont un mot pour dire ça, ils ont le mot contingence pour dire qu'en fait c'est le hasard, quoi, c'est le bazar. Et donc ça, c'est terriblement angoissant de savoir que dans notre vie au quotidien entre nous, il y a du hasard, il y a de la contingence. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme il y a quand même des régularités statistiques, les Norvégiens sont plus grands que les Colombiens, les hommes sont un peu plus grands que les femmes. Donc il y a des régularités statistiques. Comme les statistiques, c'est des mathématiques, eh bien, on feint de croire que les lois statistiques sont des lois universelles. Et ça nous arrange. Alors en médecine, ça se voit de façon spectaculaire. Quand on étudie l'efficacité des médicaments, on étudie l'efficacité moyenne. C'est exactement ce qu'on fait, puisqu'on compare, on tire au sort les médicaments, vous savez, on tire au sort les patients, on donne le médicament A ou le médicament B, et après on compare statistiquement ce qui se passe dans A et dans B. Donc on peut dire à la fin qu'en moyenne, ça marche mieux dans A que dans B. Et on dit pourtant qu'on a prouvé l'efficacité de A par rapport à B. Oui, c'est exactement ce qu'on dit. On l'a prouvé. Et une fois qu'on l'a prouvé, on le marque en noir sur des livres. On dit, ce traitement, il a prouvé son efficacité. Sauf que quand on le prescrit régulièrement, il ne marche pas sur les patients auxquels on le prescrit. Parce que cette preuve est une preuve statistique. Ce n'est pas une preuve universelle comme la loi de la gravitation. Ça n'a rien à voir. Et là, il y a une ambiguïté, vous voyez, que les patients perçoivent très bien. Le médecin leur dit avec beaucoup d'assurance, je vais vous prescrire ce traitement, on a prouvé qu'il était efficace. Et pourtant, le patient, il sait très bien que ça peut très bien ne pas marcher, parce que sa médecine, c'est comme ça. Alors vous pourriez me dire d'ailleurs, mais alors, au bout du compte, qu'est-ce que ça veut dire que la preuve statistique ? Figurez-vous que c'est une question, pourtant l'enjeu est colossal, puisque quand on dit on a prouvé l'efficacité, il faudrait quand même qu'on s'accorde sur le sens du mot preuve de l'efficacité, puisque c'est une preuve statistique. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'une preuve statistique, si c'est une preuve qui concerne un sujet moyen qui n'existe pas? Il est légitime de se poser la question. Figurez-vous qu'il y a eu au tout début de l'inférence statistique, c'est-à-dire dans les années 20-30, il y a eu des collègues statisticiens qui se sont posé cette question et la réponse est redoutablement subtile. En fait, et elle est taboue. Vous allez voir pourquoi. En fait, Ronald Fisher, le père génial des tests statistiques, a dit la chose suivante, il a dit voilà, j'ai deux échantillons de patients, il y en a qui ont eu A, il y en a qui ont eu B, et je vois que dans A, avec A, c'est mieux qu'avec B. Donc, sur ces patients-là, A est meilleur que B. Mais, si je dis ça, les médecins vont prescrire A, du coup, à d'autres patients que les patients de l'échantillon. Et donc, il va dire, voilà, je vais faire l'hypothèse que ces patients qui étaient dans mon expérience, ils sont issus d'une population virtuelle. Et ils sont issus de cette population virtuelle à l'aide d'un tirage au sort. Moyennant cette hypothèse, je vais construire une manip, un algorithme statistique, qui va vous permettre de savoir dans quelle mesure vous prenez un risque en disant que A est meilleur que B. Vous savez que ce risque est bloqué à 5%. Donc vous voyez la construction intellectuelle remarquablement subtile. Il va dire, j'ai un échantillon, je vais imaginer que cet échantillon est tiré au sort d'une immense population, et je me demande maintenant dans quelle mesure les résultats que j'ai observés dans mon échantillon, je peux les généraliser à cette population.
Bien sûr, je vais prendre un risque parce que cette population, je ne la connais pas, mais mon échantillon, il est tiré au sort. Donc, grâce aux lois de la probabilité, je vais pouvoir savoir dans quelle mesure je prends un risque de dire quelque chose à propos de la population. Et ce risque, il l'a calculé. Donc, un, il y a un risque, mais deux, il y a une hypothèse très forte, c'est que les gens que j'ai étudiés, je les ai tirés au sort d'une population virtuelle, ce qui n'est jamais le cas. Bien sûr, ce qui n'est jamais le cas. Donc, du coup, la preuve statistique est une preuve subtile, mais très fragile. Très fragile et avant tout inductive, comme on dit, et pas du tout déductive. Donc, elle n'a rien à voir avec une loi universelle comme les lois. Mais on a tellement besoin des lois universelles qu'on va penser que si c'est prouvé statistiquement, ben, que c'est prouvé. On a ça aujourd'hui, même y compris quand on en discute avec les journalistes. Alors, dernier point, la pensée statistique aussi, dans le soin, elle peut servir comme un mécanisme de défense. Pourquoi? Parce que on nous apprend que les données de la science relèvent essentiellement d'une pensée statistique dans le domaine médical. Donc on apprend ces connaissances. On apprend qu'au-delà d'une certaine cholestérolémie, il faut prescrire une statine. Et donc, on a un patient qui arrive avec une cholestérolémie au-delà de la limite, je vais lui prescrire la statine parce que les études le disent. Mais en fait, compte tenu de ce qu'on a dit à propos de la statistique, c'est pour un patient moyen qui est au-delà de ce seuil, alors je sais que si je lui prescris une statine, ça va aller mieux que si je ne la prescris pas, si je mets de côté les effets indésirables. On est bien d'accord. Mais le patient que j'ai en face de moi, encore une fois, n'est pas un patient moyen. Mais comment je vais faire autrement? Donc, en fait, ce qui se passe, et tous les patients s'en plaignent aussi, c'est que de plus en plus, quand on colle à l'évidence-based medicine, eh bien, il y a une double tentation de substituer au sujet qu'on a en face de nous un sujet moyen. La double tentation, la première, elle est que, comme ça, je vais être efficace et je vais être conforme aux données de la science, ce qui est bien. Le deuxième point, c'est que si je substitue au patient qui est en face de moi un patient moyen, eh bien, un patient moyen, il est abstrait, donc j'ai en face de moi quelqu'un d'abstrait. On n'a pas de responsabilité par rapport à quelqu'un d'abstrait. On n'a pas besoin d'avoir... La relation médecin-malade avec un patient abstrait, c'est plus facile qu'avec un patient concret. Et donc, ça me permet de me désengager de la relation médecin-malade, qui est épuisante. Il faut bien appeler les choses par leur nom. La relation médecin-malade, ça fait du bien, mais c'est épuisant. Donc, la pensée statistique est aussi un mécanisme de défense contre l'investissement du soignant dans la relation soignant-soigné. De la même façon, d'ailleurs, que la pensée juridique qu'on a vue tout à l'heure dans la présentation précédente. C'est la loi, donc on va faire ça. Et vous savez que vous avez aujourd'hui des collègues parfois qui sont un peu tentés. Vous avez, bonjour madame machin, vous avez une leucémie lymphoblastique. La loi me demande de vous prévenir du pronostic, etc., des traitements possibles, etc., etc. Donc je vous informe de tout, et maintenant je vous propose le traitement dont on a prouvé qu'il était le plus efficace, et c'est celui-là. Êtes-vous d'accord, oui ou non? Et vous avez fait le job de la HAS. Il n'y a aucun problème. Dernier point, la statistique est aussi un outil de pouvoir. Ça, c'est connu même en dehors du champ de la médecine. Alors, dans le champ de la médecine, c'est particulier. Alors, d'abord, outil de pouvoir parce que derrière la statistique, il y a le nombre, et le nombre est un outil de pouvoir parce que le nombre est irréfutable. 2 et 2, ça fait 4, ça fait pas 5. Personne ne peut dire le contraire, donc le nombre est opposable. Même si le nombre est en fait un nombre statistique dans ce cas-là, et qu'en fait, on peut le réfuter. Mais dans la rhétorique, le nombre relève d'une pensée systématique, une pensée autoritaire. Et bien sûr, on le voit aujourd'hui dans les conflits qu'il y a entre le politico-administratif et le médical. Parce que, on l'a vu aussi, d'ailleurs c'était très intéressant dans la présentation précédente,
il existe bien toujours aujourd'hui une certaine forme d'autorité médicale qui est reconnue par le juriste. Vous avez vu, hein. J'édicte une règle de police, non, non, on n'a pas le droit, mais le médecin, s'il fait un entretien, il a le droit de dire ça, hein. Et le médecin, c'est-à-dire, le médecin a toujours une autorité dans notre société. Et ça chagrine des gens parce que, il faut être honnête, les médecins parfois abusent de cette autorité. Parce que l'autorité, elle est dans le colloque singulier, elle va aider le patient à accepter des décisions médicales qui peuvent être difficiles. C'est pour ça que cette autorité est reconnue socialement. Et parfois, le médecin utilise tellement l'habitude d'être dans une position d'autorité qu'il va utiliser cette position dans la société, ce qui, de mon point de vue, est dramatique. Ben, que fait et donc on le voit ça en ce moment les médecins disent avec autorité nous avons besoin d'argent. Ils ont peut-être raison, mais ils n'ont pas à le dire de leur position d'autorité médicale. Ça n'a rien à voir. C'est une position de citoyen qui constate qu'il n'arrive pas à faire son travail comme tous les autres soignants, comme tous les autres travailleurs. Et donc, bien sûr, l'autorité politique et administrative, un lapsus, et mal à l'aise par rapport à cette autorité, eh bien, elle utilise un contre-pouvoir qui est le pouvoir de la statistique. C'est exactement ce qu'on observe aujourd'hui. Des durées moyennes de séjour, des conformités par rapport à des recommandations, etc. On utilise la statistique en tant que contre-pouvoir du pouvoir médical. Donc c'était tout ça en lien avec, vous voyez, la nébuleuse de la statistique dans le cadre de la pensée médicale. Il y a beaucoup à dire. Alors de l'autre côté, maintenant, la position clinique, le risque clinique. Alors, qu'est-ce que la clinique? On n'est pas du tout dans la statistique, on est dans la rencontre avec un sujet. Un sujet qui est là en face de nous aujourd'hui et qui a une trajectoire de vie. Et dans le cadre du risque clinique, eh bien, la question qui se pose, c'est que cette trajectoire de vie, elle va continuer et elle peut prendre des directions dont certaines sont favorables et d'autres ne sont pas favorables. Le problème, c'est que personne ne sait ce que va être la trajectoire de vie future d'un sujet. Voilà. C'est profondément contingent, on ne sait pas. On peut appeler ça de la liberté, c'est une façon de dire les choses. En tout cas, la réalité, c'est que nous sommes imprévisibles. Alors, naturellement, ça ne simplifie pas la tâche du clinicien qui, lui, doit prévoir. Puisqu'il y a un risque, il doit gérer ce risque. Donc, il doit prévoir au moins un minimum. J'allais dire statistiquement, mais justement, ce n'est pas statistique puisqu'il n'y a qu'un sujet. Alors, comment fait-on? Alors, je vous propose de prendre du recul parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on dit d'habitude? On dit... le médecin, il est formé à recueillir des symptômes. À partir de ces symptômes, il va construire des maladies parce qu'il y a des listes de maladies. Et dans les maladies, il y a le pronostic, donc le risque, et le traitement pour gérer le risque. Symptômes, syndrome, maladie, pronostic, thérapeutique. Et c'est ça la médecine. Eh bien, en fait, non. Et ça c'est un vrai problème. C'est que c'est exact, on dit que la médecine c'est ça aujourd'hui, alors que c'est pas ça. Alors, c'est là aussi, donc, prenons le cas de la médecine somatique. Curieusement, c'est encore plus criant dans le cadre de la médecine somatique. Qu'est-ce qui se passe quand nous sommes malades, quand nous avons la grippe, quand nous avons une fracture de cheville, quand nous avons une colique néphrétique? Qu'est-ce qui se passe? Une rupture dans notre existence. Cette rupture correspond en général au fait que nous réalisons que nous avons un corps. Or, en général, nous oublions que nous avons un corps. C'est même dans la définition de la santé, vous savez, la vie dans le silence des organes. C'est-à-dire, quand nous vivons en bonne santé, en fait, nous oublions que nous avons un corps. Quand nous sommes malades, le corps se rappelle à nous. Le problème, c'est que quand vous avez une colique néphrétique, alors
Il y a des soignants parmi vous. Vous savez qu'une colique néphrétique, donc c'est une douleur à la fosse lombaire et ça correspond à une tension dans le rein. D'accord, vous savez ce que c'est, mais votre rein, même si vous êtes chirurgien, c'est votre rein, vous ne le verrez jamais de toute votre vie. Donc il y a quelque chose de très particulier. Vous êtes un sujet pensant, d'habitude vous n'avez pas conscience que vous avez un corps, tout d'un coup vous êtes malade, vous souffrez, le corps se rappelle à vous, le problème c'est que vous ne connaissez rien de ce qu'il y a à l'intérieur de ce corps. Et donc quand vous êtes malade, il y a un problème de constitution du soi, votre soi se délite, parce que tout d'un coup vous vous rendez compte que vous ne savez pas ce que vous êtes. Ça correspond à quoi en termes psychiatriques? À un moment psychotique. Quand on est malade, on est toujours un peu dans un moment psychotique, de délitement du soi. Et que va faire le médecin? Eh bien, le médecin va commencer par vous parler, par s'intéresser à ce qui ne va pas, et puis il va vous examiner, et il va réunifier votre soi, il va être thérapeutique dans la façon de réaliser son entretien et son examen clinique. Le fait qu'on voit que quelqu'un vous demande ce qui s'est passé, comment est arrivée la douleur, qu'il vous touche, qu'il vous dise que est-ce que c'est là, petit à petit vous allez vous reconstruire en tant que corps souffrant, en tant que souffrance ressentie subjectivement, et ça va vous apaiser. Donc en fait, le rôle du médecin, bien sûr qu'il y a des symptômes, des maladies, des pronostics et des traitements, bien sûr que ça compte aussi, même en pédopsychiatrie d'ailleurs. Parfois les collègues pédopsychiatriques pédopsychiatres qui disent on fait pas ça, nous, etc. Mais si on a des symptômes, des syndromes, des traitements pharmacologiques, par pharmacologiques, on est des médecins, il n'y a pas de souci. Mais même un médecin somaticien ne fait pas que ça. Et je dirais même que son rôle de clinicien avec un grand C, c'est tout à fait autre chose. Alors, et ça a été théorisé, ça figurez-vous, par quelqu'un qu'en France on aime bien, c'est un psychiatre japonais qui s'appelle Bin Kimura, un phénoménologiste, qui s'est beaucoup intéressé à la relation médecin-malade sous l'angle japonais, et ils ont un mot très particulier qui s'appelle l'aïda, qui est en japonais le fait que quand une personne est avec une autre personne, il y a quelque chose entre les deux personnes. Quelque chose entre les deux personnes qui fait un lien entre les deux personnes et qui fait que l'une se construit à travers l'autre. C'est-à-dire pour les Japonais, le sujet n'existe qu'à travers l'existence de l'autre sujet et de la relation qui existe entre les deux sujets. On voit très bien ce qui se passe dans un entretien clinique. Le clinicien, en jouant sur ce lien qui existe entre les deux, va aider le patient à se reconstruire à partir de la reconnaissance que le patient voit dans les yeux du clinicien. Alors, donc ça c'est le corps de la clinique. Alors, vous me direz en psychiatrie, est-ce qu'il y a moins le corps, etc. Il y a le corps en psychiatrie aussi. On sous-estime le fait que quand vous allez voir votre patient dans la salle d'attente et que vous lui serrez la main, il se passe quelque chose. Il y a un contact des corps. Je vois par exemple, quand je prescris du methylphénidate, je mesure la tension artérielle. Eh bien, mesurer la tension artérielle à un enfant, ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose dans la relation médecin-malade. Donc le corps existe aussi en psychiatrie. Et vous savez qu'une consultation psychiatrique par téléphone, c'est pas la même chose qu'une consultation psychiatrique en face à face. Le téléphone, c'est très bien, hein, c'est très bien. Ça peut régler plein de problèmes. Mais être là, quand les corps sont face à face, ça fait autre chose. Donc nous aussi, le corps joue. Le corps joue, et nous aussi, sans parler de nous aussi, quand il y a un moment de crise, même si ce n'est pas de la schizophrénie, même si ce n'est pas du trouble bipolaire, il y a toujours quelque chose d'un peu psychotique, parce que dans un moment de crise, eh bien, il y a une délitement du soi aussi, comme dans les pathologies somatiques. Donc ça, c'est la pratique clinique. Et un corollaire de cette pratique clinique, cette intimité qu'il y a dans la relation du soignant et du soigné, conduit à ce que s'appelait Daniel Vidloché la copensée. C'est-à-dire que ce lien va faire que, ponctuellement, nous allons partager la pensée de notre patient, et il le sait.
Et il le sait, et à ce moment-là, il sait que dans nos yeux, il n'est pas un sujet moyen. Il est un sujet unique, un sujet de la rencontre. Et cette copensée nous permet, dans une certaine mesure, d'évaluer un risque clinique. Parce qu'à ce moment-là, c'est nous qui percevons à l'intérieur de nous-mêmes le niveau de risque dans lequel nous pourrions nous mettre à travers cette copensée avec le patient. Donc c'est ça l'évaluation du risque clinique, c'est je partage. Alors c'est pas de l'empathie, hein, ce mot est utilisé un peu à tort et à travers. C'est pas de l'empathie, c'est vraiment de la copensée, c'est-à-dire c'est partager momentanément, grâce à un entretien bien mené, la vie psychique du patient, dans le but de le reconstruire et dans le but de comprendre vers où il va. Et donc dans le but de gérer le risque inhérent au fait qu'il ne va pas bien en ce moment. Alors j'en arrive à la conclusion. Donc il y a la statistique, il y a la clinique. Vous me direz, mais oui, mais la clinique c'est fantastique parce que on est dans la relation médecin-malade, on est dans la copensée, on aide le patient à se reconstruire. Qu'y a-t-il d'autre à dire? Le problème, c'est que parfois on n'est pas bon. Parfois on fait mal, et puis parfois, quand vous avez 15 patients à une consultation, vous êtes fatigué, et vous n'y arrivez plus. Et il faut être honnête, c'est pas si rare que ça arrive comme ça. Hein. Et donc, si vous faites mal ou si vous êtes fatigué, ça marche plus. Et vous pouvez faire une grosse bêtise. Et là, c'est l'énorme avantage du risque statistique, c'est que le risque statistique, il n'est jamais fatigué. Si vous avez un patient suicidaire en face de vous, le fait qu'il ait déjà fait une tentative de suicide, le fait que ça soit un homme, le fait qu'il ait tel âge, le fait qu'il ait des proches autour de lui, c'est très facile à demander. Même si vous êtes fatigué, vous y arriverez, et ça vous évite de faire de grosses bêtises. Donc le risque statistique, même si c'est statistique, même si c'est sur un sujet moyen qui n'existe pas, même si l'inférence statistique c'est compliqué, même s'il y a un mésusage de la statistique, ça marche très bien. Parce que ça coûte pas cher. Voilà, ça coûte pas cher. Et donc, soyons honnêtes aussi, moi j'ai une demi-heure pour faire mes consultations. Voilà, donc c'est juste le principe de réalité. En une demi-heure, il faut faire le mieux. Si dans cette demi-heure, on peut passer 20 secondes à poser des questions en lien avec des éléments statistiques qui vont nous éviter de faire de grosses bêtises, il faut le faire, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Donc le risque statistique, oui bien sûr, on a à apprendre quels sont les grands éléments que la statistique nous dit à propos des risques qu'on rencontre dans notre pratique. D'accord, mais le risque statistique ne porte quand même que sur un sujet moyen. C'est-à-dire que ce sont des indicateurs. Effectivement, avoir déjà fait une tentative de suicide, c'est un risque. D'ailleurs, c'est l'indicateur le plus fort qui permet de prédire que le patient qu'on a en face de nous est susceptible de faire une tentative de suicide. Donc oui, c'est vrai, mais quelque part, ça ne veut rien dire sur le sujet que j'ai en face de moi. Ça n'est pas pour ça qu'il va faire une tentative de suicide. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Et donc, il faut que je fasse un entretien avec lui. Mais la première raison pour laquelle il faut que je fasse un entretien avec lui, c'est que ça participe à la thérapeutique. Et ça, on ne le dit jamais assez. L'entretien et l'examen clinique en médecine, c'est thérapeutique, mais en psychiatrie, ça l'est encore plus. Ça l'est encore plus. Parler avec un patient, même quand c'est pour une démarche diagnostique, en fait, ça participe à le soigner. Et ça marche très bien. Et avec les enfants, ça marche encore mieux. La notion d'entretien thérapeutique avec les enfants est colossalement efficace. Colossalement efficace. Pourquoi? Parce que l'enfant est avec sa famille et tout d'un coup, tout le monde réalise tout ce qui se passait dans la tête de chacun et que personne ne se racontait. Plus tout le reste. Donc, oui, la clinique est colossalement importante et elle n'a rien à voir avec la statistique et la clinique est thérapeutique. Alors, bien sûr, le problème c'est que la société est clivée aujourd'hui autour de cette histoire.
c'est que un entretien dure une demi-heure de temps médical, ça coûte cher. Et que, aujourd'hui, on a à gérer une situation très bizarre, où d'un côté, nos patients régulièrement nous demandent de la haute technologie. Moi, ça m'arrive très souvent qu'après avoir fait un diagnostic, les patients me disent « mais vous ne faites pas d'examen complémentaire pour savoir quel est vraiment le diagnostic ?» Et vous voyez, il y a une suspicion de crédibilité, de manque de crédibilité, quand on n'a pas recours à de la haute technologie. Et donc il y a ça d'un côté, et donc du coup, bien sûr, les médecins investissent dans les hautes technologies, puisque quelque part c'est ça qui attire, qui fascine et qui rassure. Et si on met de l'argent là-dedans, bien sûr, on ne met pas d'argent dans la relation médecin-malade. Et de notre côté, tous nos patients se plaignent qu'on ne parle pas assez longtemps avec eux, et du coup, ils vont voir des gens qui font des soins non conventionnels, qui vont payer très cher, et qui n'ont pas du tout de haute technologie, mais il faut être honnête, qui parlent avec leurs patients. Donc aujourd'hui, je crois que c'est notre devoir d'être lucide par rapport à ça. Parfois, on est un peu extrême dans nos positions. Vous avez des collègues qui partent de façon un peu effrénée dans une médecine technologique, y compris en psychiatrie. J'ai vu un dernier rapport de l'Académie de médecine sur les biomarqueurs en psychiatrie. Vous avez des listes de gènes à faire, de dosages biologiques, etc. Et c'est fascinant, ça fait très savant, très sérieux, très autoritaire. Et donc on va voir ça, on va avoir une médecine statistique conforme aux règles, et puis voilà, on sera un grand médecin, et puis on fera, le risque bien sûr c'est qu'on fasse un peu que ça. Et puis vous avez de notre côté des collègues qui disent non, c'est la relation médecin-malade qui prime, et le reste c'est de la technologie, c'est de la poudre aux yeux. Il faut que l'on arrive à gérer un peu les deux. Voilà. Il faut qu'on arrive à gérer un peu les deux. Nous avons besoin de la statistique et de la biologie, mais il ne faut pas oublier que la relation médecin-malade est thérapeutique, et aujourd'hui, même dans les facultés de médecine, on a un peu de mal à le dire. Merci pour votre attention.